j'écris quand j'ai envie d'écrire, sur le sujet qui, sur le moment, m'inspire, étant entendu que je rejette de temps à autre les sujets les plus importants ou qui me passionnent le plus, parce que je me dis un jour, j'écrirai mieux et plus sérieusement sur ce sujet. L'image pourrait sembler un peu datée, et pourtant jamais les politiques n'ont autant publié. De Sarkozy à Fabius, certains s'en sont servis pour corriger leur image, mais avec quel succès? Les livres sont-ils devenus un prétexte pour régler quelques comptes? Et quel message les Cécile Duflot, Bruno Le Maire ou François Bayrou cherchent-ils à faire passer? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, tout honneur des politiques graphomanes, avec nous 4 invités. Christian Lebarthe, professeur de sciences politiques et auteur de ce livre, un pile sur le sujet du jour, la politique en librairie, aux éditions Armand Collin. Carole Dornier, professeure de littérature à l'université de Caen. Muriel Beyer, directrice éditoriale chez Plomb. Alors vous avez publié plusieurs politiques dont on parlera dans l'émission. Et enfin, Gaël Sliman, spécialiste de l'opinion, fondateur d'Odoxa. Alors vous nous parlerez de l'impact de ces livres et puis des émissions, des sujets, des reportages, enfin bon, de tout ce qui les accompagne. Alors, beaucoup d'écrivains en ce moment du côté des déçus du hollandisme. Je ne parle pas ici de son ex-compagne Valérie Trierweiler, non, je parle d'ex-ministres comme Delphine Batho ou alors le tandem Pascal Canfin, Cécile Duflot qui ont dégainé les premiers, si l'on peut dire, avec un livre chacun sorti à la fin de l'été. Voyage au pays de la désillusion, livre réquisitoire sur son expérience gouvernementale terminée après les municipales et la nomination de Manuel Valls à Matignon. Elle ne ménage pas le couple exécutif, mais pour la députée, ce livre a surtout un objectif, en finir avec la politique menée par ce gouvernement. On a beaucoup raconté à ma place, ça faisait des mois que je n'avais pas parlé. Forcément, quand j'étais au gouvernement, je n'avais pas la même expression, donc il m'a paraissait nécessaire de le dire. Et de le dire aussi parce qu'il y a de la tristesse et du regret. J'ai le sentiment qu'on va pas du tout dans la bonne direction. Autre ex-ministre, Pascal Canfin, il dit la même chose à sa façon. Rester au gouvernement n'avait plus aucun sens, mais prendre toute sa place dans la majorité reste possible. Il ne s'agit pas d'un côté de peser de l'intérieur ou de ne plus peser. Nous voulons continuer à peser, mais nous ne pouvions plus, et c'est le constat que nous avons fait avec Cécile Duflot en avril, nous ne pouvions plus assumer un désaccord aussi profond. Voilà, ça c'était pour l'ambiance de la rentrée. Ensuite, Cécile Duflot a fait de nombreux médias et il nous a semblé parfois qu'elle était un peu agacée par le terrain sur lequel l'emmenaient certaines questions, notamment un peu plus tard dans l'interview. Regardez. Vous en avez vendu combien? Alors, mon éditrice m'a dit 15 000. J'ai posé la question hier. C'est bien 15 000 ou c'est... elle vous a dit c'est bien ou elle vous a dit c'est pas terrible? Je crois qu'elle est très contente. Je crois qu'un livre de responsable politique, ça se vend entre 300 et 1000. Alors, c'était le cas de mon précédent livre. Pour être plus sérieux, vous vous attaquez, avec sévérité d'ailleurs, aux politiques. Mais l'homme que vous décrivez, François Hollande, il y a plutôt de la retenue, je trouve, et même de la sympathie. Alors, d'abord, je pense qu'il faut quand même dire que c'est deux choses totalement différentes. Bien que je sois une femme, Monsieur Toussaint, c'est pas le sujet. C'est un livre totalement politique. C'est-à-dire, c'est une analyse d'une responsable politique qui a fait un pari, celui de la victoire de la gauche et des écologistes en 2010, en 2011, en 2012, avec Martine Aubry, puis avec François Hollande, de participer à un gouvernement pour mettre en œuvre un projet. C'était ça ce pari. Et force est de constater, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai quitté le gouvernement, que ce pari n'a pas été réussi. Mais oui, je pense que accabler François Hollande n'a pas de sens. Voilà, c'est pas facile en fait de faire un livre qui donne l'impression de tirer à boulet rouge. Alors c'est comme ça que c'est présenté, c'est comme ça qu'on l'attend, mais sans tirer sur l'homme. Gaël Sliman, est-ce que le message passe là finalement? Je crois surtout qu'il y a une concomitance assez heureuse pour Cécile Duflot avec le buzz autour de la sortie du livre de Valérie Trierweiler. C'est ce qu'elle dit, même si je suis une femme, ça vise Valérie Trierweiler, voilà, oui, je précise. Ça vise à la fois Valérie Trierweiler et puis il y a un petit tacle glissé au niveau du journaliste Bruce Toussaint pour lui dire je suis capable de parler d'autre chose que d'intimité, je parle de politique. Il y a quand même un timing qui est assez bon pour Cécile Duflot, c'est que on est en plein tournant social-libéral. C'est-à-dire que le contexte politique est absolument génial pour qui était membre du précédent gouvernement et explique qu'il ne se retrouve plus dans la politique menée. Ça la repositionne en fait politiquement. Ça la repositionne politiquement et on verra peut-être par rapport à d'autres sujets tout à l'heure qu'elle est plutôt à l'aise, Cécile Duflot, dans cette posture consistant à dire j'ai des choses à dire sur le fond,
j'ai dans ce livre des Oui. éléments sur la politique menée et ce pourquoi je quitte ce gouvernement sans avoir à s'en prendre à l'homme. Sans avoir à s'en prendre à l'homme, du moins c'est le message qu'elle a cherché à faire passer. Alors Carole Dorny, vous vous intéressez à la mise en récit. Alors je voulais savoir ce que vous pensiez de celui qui accompagne. Alors on a vu quelques extraits à la sortie de ce livre, parce qu'il y a quand même les mots réquisitoires qu'on entend dans la bouche des journalistes. On a quand même l'impression qu'elle est assez offensive. Alors moi ce que je trouve intéressant, c'est le titre qui est d'ailleurs mis en évidence avec le plan sur la couverture dans le reportage, hein, de l'intérieur, voyage au pays de la désillusion. Je crois que le titre en lui-même déjà fait passer un message implicite, c'est-à-dire qu'au fond l'expérience de Cécile Duflot comme ministre, ça épouse un modèle ancien qui est celui de la relation de voyage ou du voyage utopique, c'est-à-dire le pouvoir c'est un lieu, c'est un espace dans lequel elle aurait pénétré comme voyageuse, c'est-à-dire finalement étrangère à cet univers, et dont elle révélerait... revient parmi nous, en fait. Voilà, c'est ça. Et dont elle révélerait les coulisses, hein, intérieures, extérieures. Alors ça, bon, on a un thème bien connu, c'est les arcanes, les coulisses du pouvoir. Donc elle va pouvoir révéler. Mais en même temps, pour elle, je crois que ça permet d'adopter une posture, qui est la posture, je suis allée à l'intérieur, mais j'étais malgré tout une observatrice qui venait de l'extérieur. Et par conséquent, c'est plus facile d'assumer sa position de sortie. D'accord, oui, j'étais comme vous, je reste comme vous. Muriel Beyer. Oui, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je crois qu'elle était dit comme nous ni comme vous. Je crois qu'elle est partie au gouvernement pour des raisons, je pense, pour faire des choses et pour des raisons strictement de pouvoir politique, puisque les Verts étaient totalement partie prenante de l'élection de François Hollande et qu'il y avait des tractations probablement qui ont été faites pour avoir tant de personnel vert. Donc je ne pense pas qu'elle était étrangère. Elle a fait d'ailleurs une loi très controversée. Je pense comme vous d'ailleurs que le timing est excellent parce qu'il y avait les frondeurs, parce que la politique de Manuel Valls s'était remise en cause et qu'elle est légitime pour en parler puisqu'elle en est sortie. Donc oui. Je pense que le timing est parfait. Mais ce que dit Carole Dornier, c'est par rapport à la perception qu'on peut avoir en tant que lecteur potentiel. Non, voilà, c'est ça que je veux dire. Je crois que cette perception est peut-être, elle a voulu la donner, j'imagine. Vous voyez, ça. Ah oui, voilà, qu'elle a voulu la donner. Le titre, mais je crois que c'est pas la réalité. Je suis pas certaine que quiconque y croit. C'est plutôt ça que je pense que vous ne dites pas autre chose l'une et l'autre. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'elle a voulu envoyer ce message-là pour réconcilier les points de vue. Oui, elle a voulu envoyer ce message, mais il ne passe pas forcément. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et Dieu sait que vous avez raison aussi, c'est-à-dire que ça n'est pas passé. Le livre s'est vendu, mais l'image de Cécile Duflot ne s'est pas améliorée. Quand on regarde les enquêtes d'opinion. Alors j'allais vous poser la question justement, est-ce que c'est bon pour son image? Parce qu'on voit la démarche effectivement que vous avez tenté de expliquer, on voit ce qu'elle veut faire, est-ce que ça fonctionne? Eh ben non, et c'est pour ça que je me faisais un peu normand en disant que vous aviez l'une et l'autre raison, c'est que oui, pour la vente du livre, c'est bon, c'est un bon timing. Vous disiez, elle est dans le bon moment politique. Elle est dans le bon moment politique, vous avez raison aussi, on est dans l'idée du voyage, et je vais vous raconter, et donc ça donne envie de lire, parce qu'il y a beaucoup de déçus du hollandisme. Mais en même temps, ça n'améliore pas du tout l'image de Cécile Duflot, ça donne l'impression de quelqu'un qui crache dans la soupe, pour reprendre une expression triviale, et qui était, vous avez raison, le sentiment qu'en ont les Français, c'est dans les combines politiques, et qui du coup maintenant n'est plus dans le gouvernement et oui, crache dans la soupe. Oui, elle crache dans la soupe ou cherche à racheter son image. D'ailleurs, elle parle des ventes. La question qu'on se pose d'ailleurs en voyant ça, on se demande, Christian Lebart, est-ce que sortir un livre politique comme ça, c'est pour vendre des livres ou alors c'est pour passer à la télé et pouvoir dire sa vérité, selon vous? Puis Muriel Beyer réagira évidemment. Alors vendre des livres, oui, si c'est le moyen évidemment de toucher des lecteurs qui demain seront peut-être des électeurs. Vendre des livres, si c'est pour faire du profit, on verra que c'est une question dans d'autres extraits qui est extrêmement compliqué pour les politiques de gérer, y compris un best-seller sur comment est-ce que c'est plus ou moins légitime de gagner de l'argent. Non, je crois que le livre, ça permet surtout d'exister dans le champ politique, de continuer à exister. On le voit bien dans le cas de Cécile Duflot, elle n'est plus ministre, donc ça permet de maintenir un statut qui est un statut de personnalité politique, et ce statut, il est en particulier lié au fait que, en publiant un livre, on accède au plateau de télévision, on accède aux magazines qui publient les bonnes feuilles, etc. Donc ça permet de faire parler de soi, y compris lorsque le lectorat touché n'est pas quantitativement considérable. Considérable, vous êtes d'accord, Muriel Beyer? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que quand vous sortez un livre, vous avez accès à
beaucoup de médias. Quand vous donnez surtout une interview... quand il y a la promesse vue de l'intérieur. Oui, vue de l'intérieur. C'est-à-dire que quand vous donnez une interview, vous faites une tribune, c'est un média. Quand vous faites un livre, c'est plein de médias. Donc évidemment, la communication est extrêmement importante et ça rentre effectivement dans une stratégie. Mais je voudrais dire que ce qui a changé dans la stratégie des politiques, c'est qu'il y a les livres-programmes qui sont liés à une campagne, quelle qu'elle soit, mais ça, c'est de plus en plus controversé parce qu'on sait que ça ne se vend pas très bien et c'est un peu humiliant pour l'homme politique de ne pas vendre du tout. C'est pas vendre son programme, ouais. Voilà, c'est pas très bon. Donc maintenant, de plus en plus, il y a des livres qui mélangent à la fois ma vision pour la France, mais des choses beaucoup plus personnelles. Sont-elles vraies ou pas, c'est un autre débat. Et vous voyez, les livres changent beaucoup. C'est entre le témoignage et le message politique. Voilà. Et puis il y a le style qu'on vient de voir là avec Cécile Duflot, le livre entre guillemets sorti du loft, enfin sorti du gouvernement. Et alors il y en a eu d'autres bien avant, avec des exemples connus et emblématiques, alors de personnes qui au passage d'ailleurs quittaient la scène politique pour certains, notamment Claude Allègre, ex-ministre de l'Éducation socialiste, je précise, et dont le livre à charge La défaite en chantant, sorti juste après la défaite de Ségolène Royal en 2007, ne n'épargnait ni la candidate ni le PS. Page 15, vous écrivez ceci. La caractéristique des socialistes, c'est qu'ils ne travaillent pas énormément. Beaucoup sont d'authentiques paresseux. Alors, paresseux en politique, ça veut dire quoi pour vous, Claude Allègre? Ils ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas quoi? Sur la société française, ils ne savent pas la comprendre? Ils ne réfléchissent pas, il n'y a plus de groupe d'experts, il n'y a qu'à lire le programme du Parti Socialiste. C'est un patchwork dans lequel on parle de ceci, de cela, de ceci. Il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de corps de doctrine. Ségolène Royal, elle a bien travaillé en être candidate à l'élection présidentielle. Elle a bon. bien regardé les dossiers. Écoutez, je ne sais pas si elle a regardé les dossiers, mais elle a dû les regarder très vite. Ça vous fait marrer, ça, hein? Oui, ça m'amuse beaucoup parce que, à la fois, ce que je dis dans mon livre, beaucoup de gens aujourd'hui la méprisent totalement, ce qui est une erreur, parce que je ne pense pas que ça soit quelqu'un qui soit non intelligent, etc. Simplement, je pense qu'elle est centrée sur elle-même. Voilà, c'était en 2007, et puis rebelote après la défaite de Nicolas Sarkozy en 2012, où on a vu débouler une flopée de livres d'ex-ministres qui affirmaient tous dire leur part de vérité. La première à s'exprimer était Roselyne Bachelot, ex-ministre, sur le point de changer de vie, d'abandonner la politique, avec un livre à feu et à sang sorti au lendemain de la présidentielle. Je crois que c'est de la responsabilité d'un politique affirmé que de faire ce diagnostic. Ce livre veut y participer. Il y a aussi des choses affectueuses qui sont dites dans ce livre. Ce n'est ni une hagiographie, un plaidoyer pro domo. C'est pas non plus un règlement de compte comme le font certains. Je voudrais citer un passage de votre livre où vous parlez des âmes noires. Les conseillers de Nicolas Sarkozy ont fait le vide autour de lui, ce qui renforce le comportement du président ces dernières années, autocentré, envahissant, qui nie les autres ou les oublie. À moi, on est fin février, je crois. À moi, il importe peu à présent que Nicolas Sarkozy se soit retiré en vase clos avec ses âmes noires. J'ai opté pour une certaine forme de résignation, pendant que la bête à 3 têtes, Claude Guéant, Patrick Buisson, Emmanuel Mignon, continuent d'avancer le concert dans le plus grand secret avec des stratégies désespérée et désespérante. C'est vrai que la campagne a été construite et conseillée par des personnes qui ne connaissaient pas les électeurs, qui n'allaient jamais à leur rencontre, les électeurs ou les citoyens. Alors nous, les ministres, nous avons fait campagne de notre côté complètement. Moi, j'ai été complètement loyal. J'ai fait pas moins de 40 réunions et meetings, mais véritablement, on avait le sentiment de ne pas pouvoir accéder au président de la République. Voilà, je précise, c'était le livre d'ex-ministre de Nicolas Sarkozy, le plus virulent parmi ceux sortis en 2012. Carole Dornier, une question d'abord sur cette phrase qu'on lit à l'antenne. Parce que ça, c'est un grand classique. Voilà, on sort un livre et puis on en lit des passages à l'antenne. Une petite réaction peut-être sur la phrase qui est lue? Oui, ce qui me paraît très caractéristique, c'est que là, on a une phrase qui est une excellente candidate à la citation sur plateau, si on peut dire. C'est-à-dire qu'il y a des métaphores qui réveillent, en fait, chez le spectateur un imaginaire, les âmes noires, la bête à 3 têtes, voilà, c'est Cerbère. Donc, on a une sorte de métaphore filée maléfique qui renvoie non seulement à l'enfer, mais à des thèmes politiques très anciens comme les mauvais conseillers du prince, qui avancent 2 concerts en secret, donc on est un petit peu là dans Mazarin ou Richelieu.
Et évidemment, le mauvais conseiller du prince, c'est un thème qui permet d'une certaine manière d'atténuer la critique par rapport au souverain. Oui, bien sûr. Oui, mais d'ailleurs, c'était là une des phrases qui avait été les plus reprises du livre, effectivement, ce tableau très dur des conseillers. Alors, la question qu'on se pose aussi, parce qu'on a revu pour préparer l'émission beaucoup d'extraits des interventions de Roselyne Bachelot. Alors, cette phrase est souvent citée, lue à l'antenne, mais elle, finalement, commente et presque en dessous des propos de son livre qu'on va lire à l'antenne. Oui. C'est un peu ça l'objectif aussi. C'est classique, c'est-à-dire que vous écrivez des choses assez fortes et vous avez raison, c'est très fort. Les âmes noires, les conseillers, ça exonère un peu le prince, mais ça exonère aussi tous les ministres qui ont travaillé avec lui d'une certaine manière. Quand même. Bon, était quand même au gouvernement. Comment résister face à cette bête à trois têtes? Cette bête à trois têtes qui visiblement dirigeait la France. Donc c'est une manière aussi d'expliquer. J'ai été ministre, mais j'ai pas pu tout faire. Voilà, donc ça s'exonère aussi quand même. Après, je crois qu'à l'antenne, comme à la télévision, les mots portent énormément. Je pense qu'après, c'est toujours atténué par rapport au livre. Je n'ai jamais vu un politique aller encore plus loin que ce qu'il a dit dans son livre. C'est en général le contraire. Oui, et puis du coup, c'est presque plus lui qui le dit, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est le journaliste qui pose la question et après, on est un peu en deçà, voilà, et puis on s'abrite derrière des phrases littéraires. D'accord. Et donc ça, c'est pensé, c'est réfléchi souvent en amont? C'est pas pensé, réfléchi en amont, c'est une nature. C'est une nature, d'accord. Je dirais plutôt. Vous diriez plutôt une nature du politique? Oui. Christian Lebart? Oui, l'exemple de Roselyne Bachelot est vraiment intéressant parce que c'est une personnalité politique un peu à part et qui a publié beaucoup de livres. Et on voit bien que le livre sert toujours des stratégies, sert toujours en priorité les stratégies de gens qui sont un peu francs-tireurs, qui ont du mal à exister dans les appareils partisans, qui sont toujours un peu à l'étroit dans des collectifs gouvernementaux où il faut être solidaire, où il faut se taire, et qui, grâce au livre, et grâce à la médiatisation en général, mais le livre, ça fait exister un auteur qui signe, donc ça individualise beaucoup. Voilà. Grâce au livre, ce type de personnalité peut exister dans le champ politique de façon très, très forte et très affirmée. D'accord, et puis là, effectivement, c'est un moment en plus où elle changeait de vie, elle amorçait un changement de vie. Mais alors, on parlait de l'impact concernant Cécile Duflot, qui, elle, reste en politique. Là, on a des personnalités qui quittent la scène politique. Du coup, quel est l'impact? Alors, peut-être pas tant pour elle que pour ceux dont elle parle. On est, dans les deux cas, pour Bachelot et pour Allègre, dans des livres bilans. On pourrait dire des livres de sniper. J'ai été membre de quelque chose, je le critique. La grande différence, c'est que Roselyne Bachelot, elle est dans une vraie critique constructive. Si on voulait résumer de manière peut-être un petit peu excessivement positive à son égard, on pourrait dire elle s'en va et elle a envie que son camp, la droite, aille mieux après elle. Quand elle décrit les âmes noires, on peut l'interpréter comme on veut. Moi, j'ai tendance à faire comme vous, à analyser. Mais en réalité, ce qu'elle décrit, c'est la vérité. Elle décrit une campagne présidentielle. Ce qu'elle dit, c'est que la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy, au-delà de son rôle, de sa responsabilité à elle en tant que ministre... Oui, mais elle a été accaparée par... Mais la campagne présidentielle, combien de ministres avons-nous rencontrés qui étaient furieux de l'angle buissonien donné par la campagne de Nicolas Sarkozy? Et son livre n'a rien à voir, dans la posture qu'elle adopte, avec celui de Claude Allègre, qui pour le coup donne exactement le sentiment inverse, c'est-à-dire je vais descendre en flamme une candidate Ségolène Royal qui a effectivement déçu beaucoup d'électeurs de gauche, mais on a le sentiment qu'il le fait dans un intérêt malsain, égoïste, consistant, rappelez-vous, à se positionner, lui, avec l'ouverture de Nicolas Sarkozy, pour éventuellement briguer des postes. Oui, à laquelle il n'a pas participé. Mais non, il n'a pas participé, mais ce n'est pas faute d'avoir postulé. On va en venir maintenant à un autre style de livre, ce qu'on sort non pas en fin de séquence pour réussir sa sortie, mais pour en commencer une nouvelle en essayant au passage de corriger son image. Alors ce fut le cas de Nicolas Sarkozy lors de son retour. Alors je parle de son retour en 2001, pas de souci. À l'époque, l'ex-soutien d'Édouard Balladur en 1995 vient de faire une petite traversée du désert de quelques années. Il s'est rapproché déjà de Jacques Chirac, il sort un livre libre. Écoutez-le sur le plateau de Patrick Poivre d'Arvor. J'ai voulu également démythifier un peu ce qu'on prête des rapports entre les hommes politiques, qu'on imagine comme une société secrète, fermée, avec des codes. J'ai voulu montrer que la vie passait aussi dans la vie politique, qu'on avait nos chagrins, nos peines, nos espérances, nos ambitions, nos échecs. J'ai voulu le raconter de l'intérieur pour que ça soit plus vivant. Il y a toute une partie où je fais des propositions. Mais si je n'avais fait qu'un livre de propositions, je risquais d'ennuyer. Si je n'avais fait qu'un livre racontant une histoire ou un journal, c'est un peu ridicule à 45 ans. Donc j'ai essayé de faire le mélange pour donner un livre libre et pour dire on peut faire de la politique et parler sans retenue. Ce qui ne veut pas dire sans retenue vis-à-vis de soi-même. Je suis obligé, parce que comme tout à chacun, je peux avoir un esprit parfois
d'amertume ou une pensée à l'endroit de quelqu'un que j'aime plus ou moins. Et toute la difficulté, c'était de raconter cela sans jamais se laisser aller à des règlements de compte dont la politique, que la politique a trop subi et qui ne font pas avancer les choses. Voilà, ce n'est pas un journal. En visionnant cet extrait, on a pensé à un autre exemple, bien antérieur, celui de François Mitterrand, hein, qui en 1978, alors lui aussi en phase de conquête, d'ascension, voilà, il va vers 1981, sort un livre assez personnel, L'abeille et l'architecte, ce qui lui vaut d'être invité sur le plateau de Bernard Pivot. Je ne veux pas m'imposer cette obligation de semaine en semaine d'écrire sur tel événement considéré par la presse, ou qui sera peut-être considéré par l'histoire, comme événement majeur de ce temps. J'écris quand j'ai envie d'écrire, sur le sujet qui, sur le moment, m'inspire, étant entendu que je rejette de temps à autre les sujets les plus importants, ou qui me passionnent le plus, parce que je me dis, un jour, j'écrirai mieux et plus sérieusement sur ce sujet. Donc, au fond, c'est l'éditeur qui a mis ce terme chronique, parce que justement, oui. C'est pas non plus un journal, parce que oui. C'est un journal, oui. Alors je dois parler d'un journal intime, un journal de oui. les événements de ma vie privée, dont je parle fort peu. Oui. Alors voilà, c'est un peu entre les deux. Voilà, c'est un peu entre les deux. C'est ce dont vous parliez, Muriel Beyer, en fait, des livres qui sont un peu tout, quoi. Les deux, en fait, c'est très intéressant de voir à des années d'écart, au fond, c'est la même démarche. C'est dire, voilà, je vais passer des messages, puisque je suis un homme politique, et en même temps, si je ne parle pas un peu de moi et que je ne crée pas une connivence avec le lecteur, bon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, et en plus, ils sont suffisamment brillants tous les deux pour savoir que ça ne marcherait pas. Et ils n'ont pas envie que leur livre ne marche pas, justement. Et donc, on est déjà dans cet entre-deux où on passe des messages politiques, mais en parlant de soi. Oui, Christian Lebart, là-dessus, parce que vous disiez tout à l'heure, ça sert beaucoup les gens qui sont hors appareil. Là, on ne peut pas dire qu'ils soient hors appareil, pour le coup. Oui, bon, quand on travaille sur le genre livre politique, en gros depuis les années 50-60, hein, on se rend compte que le centre de gravité se déplace au fil des décennies. Hein, dans le livre fondateur de l'écriture politique sous la Ve République, qui est les mémoires de guerre du général de Gaulle, Charles de Gaulle est quasiment absent. Hein, il parle très très peu de sa personne, et en même temps, bon... C'est les mémoires. Alors que on va avoir dans les années 90 et puis surtout aujourd'hui, dans les années 2000-2010, des livres qui sont presque exclusivement centrés sur l'auteur lui-même, sur la base d'un raisonnement qui est au fond, les programmes, c'est secondaire. Ce qui compte, c'est le tempérament, c'est l'énergie qu'on va mettre à agir sur les choses. Et donc, je vais vous parler de moi, je vais vous raconter mon enfance, mon parcours, et ce sera encore du programme, d'une certaine façon. Et c'est vrai que Mitterrand est pas mal dans ce registre aussi, hein, on l'a oublié. C'est intéressant parce qu'il est dans ce registre-là, mais parce qu'au fond, il était très en avance sur son temps. Parce que la communication a changé. Pourquoi les hommes politiques veulent communiquer avec les gens? C'est parce qu'il y a de plus en plus de médias, il y a de plus en plus d'émissions de télévision, et l'homme politique n'est plus situé dans l'histoire comme l'était le général de Gaulle, qui avait cette espèce de posture d'homme historique. C'est l'époque qui est différente. Et il y a beaucoup d'autofiction, ça va avec la littérature aussi. Hein. C'est de l'autofiction non assumée, oui, peut-être moins assumée, oui. Sur l'impact, alors pas des livres qu'on a peut-être un peu oubliés, mais de ces passages télé, hein, Mitterrand chez Pivot, ça a frappé les esprits. Certains s'en souviennent encore, ceux qui avaient vu les images à l'époque. On rencontre deux choses. Il y a cette idée qu'il faut écrire un livre dans un pays comme la France, parce qu'on est dans un pays de culture. Et donc, c'est une manière de dire « je suis quelqu'un de sérieux ». Et puis, j'ai trouvé très intéressant les deux exemples que vous avez choisis, Hélène, parce qu'en réalité, si vous les écoutez bien, notamment si Nicolas Sarkozy, il essaye de nous vendre, entre guillemets, son livre en nous disant « rassurez-vous, il n'y a pas trop de politique dedans, il n'y a pas trop de programme, je vous parle de moi ». Alors qu'en réalité, c'est un livre remarquable. C'est-à-dire que Libre est un moment, il gagne la présidentielle de 2007, quasiment, j'exagère à peine, mais en ayant réfléchi à la construction de ce livre, parce qu'il y a énormément d'éléments de fond politique. Tout ce qui a manqué... D'accord, donc il ne le vend pas, il vend pas tel qu'il est. C'est-à-dire que la principale qualité de Libre, c'est que Nicolas Sarkozy, contrairement à ce que disait Claude Allègre sur la gauche, a beaucoup travaillé, beaucoup réfléchi pendant ces années de traversée du désert d'après 99, et qu'il a des choses qu'on juge intéressantes, enfin qu'on juge, on est d'accord ou pas, mais très réfléchies, très abouties. Et le Nicolas Sarkozy, vainqueur de 2007, doit beaucoup à l'homme qui a réfléchi à ce livre. Et en réalité, ce qu'il nous vend, c'est « rassurez-vous, je ne vais pas trop vous parler de politique ». Mitterrand, c'est un petit peu la même chose. Donc c'est cocasse parce qu'effectivement, dans les années 2010, on a plutôt l'inverse, c'est-à-dire des livres avec très peu de fonds politiques
Et qui nous sont présentés presque comme des livres intelligents. Comme des livres intelligents. Et là, les deux s'étaient bien vendus, d'ailleurs. Oui, les deux s'étaient très bien vendus, oui. Donc, dans le livre de Mitterrand, alors j'ai repris quelques passages, c'est vrai qu'il parlait voilà, du vent, hein, grande rumeur dans le ciel immobile, il parle de l'odeur du chêne, il évoque les canards sauvages, enfin, il y a plein de réflexions comme ça sur la nature. Alors, on a eu l'impression, quelques années plus tard, et là, dans un registre complètement différent, enfin, du moins en termes de réception médiatique, j'entends, que son ex-premier ministre, Laurent Fabius, s'était peut-être un petit peu inspiré de la démarche, vous nous direz. Ça s'appelait « Ça commence par une balade », moment où l'ex-premier ministre, catalogué, on peut dire, crâne d'œuf, cherche à changer d'image, là aussi en vue d'une future présidentielle. Alors dans ce livre, il prend des risques, hein. Il confie regarder la Starac et manger des carottes râpées, ce qui lui avait valu quelques railleries sur un plateau télé. Comment ça se fait qu'on n'avait pas cette image de vous, le côté, si c'est pas un plan de com, votre truc, parce que le côté, en fait, il est sympa ce Laurent Fabius. Comment ça se fait qu'on n'avait pas cette image-là, parce qu'on avait vraiment l'image inverse. Je pense que, d'abord, peut-être que j'ai progressé, que j'ai mûri, ça existe. Que vous rencontrez un Pierre M sur votre périple en moto, dites-vous, est un créateur. Non, je vous expliquerai. L'inventeur méritant des carottes râpées toutes préparées. Un produit que vous consommez donc depuis que vous devez surveiller votre cholestérol, c'est ça, hein, et vous vous lâchez. Voici qu'apparaissent dans leur plus simple appareil les fameuses carottes râpées, luisantes, sans être graisseuses, acidulées mais pas aigres, à la fois fraîches et douces, mélangées mais pas chiffonnées, légumes bénis des dieux qui évitent de grossir et, dit-on, rendent aimables. Ce qui n'empêche pas d'apprécier les autres, les vrais et notamment les biologiques. J'ai voulu, dans un livre qui est sérieux, parfois dur, difficile, un peu dramatique, de temps en temps faire un petit clin d'œil. Et j'ai trouvé que ce clin d'œil en valait un autre. Voilà. La carotte râpée. Les carottes râpées toutes préparées, chère Ariane. Non mais vous comprenez, sincèrement, vous comprenez que, parce que là on s'en amuse, il n'y a pas que ça dans le livre, mais c'est étonnant d'avoir des... On s'attend tellement pas ça de vous. On se dit qu'est-ce qui lui arrive, quoi. Non mais parce que... Ça surprend. Non mais on a même un doute, parce que nous on est peut-être un peu plus... Peut-être que vous êtes tout d'une pièce, je ne crois pas. Vous avez une diversité de goûts. Bon, et ben moi c'est pareil. Elle connaît mon c'est thème. Pareil. Bon, je suis quelqu'un de très sérieux, qui exerce des fonctions sérieuses, mais en même temps, bon, j'ai plusieurs facettes, et je trouve assez bon qu'un dirigeant politique, de temps en temps, adresse des clins d'œil, tout en traitant de sujets très sérieux. Précision, ce livre est resté dans les annales comme, on va dire, le raté des ratés des livres politiques. Enfin, c'est comme ça qu'il est présenté. Alors, Muriel Beyer, vous étiez l'éditrice de Laurent Fabius, donc on va vous donner la parole en premier. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce livre? Je crois que ce livre n'a pas été... Bon, il n'a pas été compris. C'est vrai qu'il s'inscrivait dans une campagne de communication personnelle de Laurent Fabius. Il y avait eu Le sang contaminé. Il a écrit un livre magnifique qui sont Les blessures de la vérité et Les blessures de la vérité, qui était un livre très personnel, là, pour le coup. Et après, il y avait une reconquête de l'opinion. L'image de Laurent Fabius, c'était l'image effectivement crâne d'œuf, etc. Donc c'était retrouver un petit peu l'adhésion des gens. Voilà. Alors après, c'est un livre qui a été terriblement caricaturé dès le départ. Donc quand vous avez un livre caricaturé dès le départ, vous ne pouvez plus rien faire. C'est fini, c'est-à-dire que Marc-Olivier Fogiel a pointé toutes les choses qui, sorties de leur contexte, apparaissaient comme totalement ridicules, et je trouve que c'était extrêmement pernicieux, parce que ce livre n'était pas que ça. Alors on peut dire, on n'imagine pas Laurent Fabius manger des carottes râpées, mais au fond, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et je pense que c'est une manière de faire du journalisme, d'ailleurs, qui m'a beaucoup choquée, c'est vous sortez n'importe quoi de son contexte et vous le ridiculisez. C'est pas très difficile. Alors, et vous l'aviez anticipé ou pas, ça, au moment de l'écriture, parce qu'il y avait la Starac, il y avait tout ça? J'avais anticipé certaines choses pour en avoir parlé avec lui, mais franchement, et je le dis solennellement, ce sont des choses vraies. Il aimait la Starac, il regardait la Starac. Parce qu'il a quelque chose de bien plus simple. Je veux dire, Laurent Fabius adore jouer aux cartes avec ses amis. C'est pas du tout l'image qu'il peut donner. Vous voyez, il y a des images. En France, on aime bien les gens dans des cases. Alors, vous êtes dans la case comme ci, la case comme ça. Et si vous essayez d'en sortir, alors il y a des techniques. Il n'a pas pu sortir de sa case. Il n'a pas pu en sortir parce que dès le départ, et ça a été la première émission, et c'est intéressant en communication, ça justement. Ça a donné le ton. Ça a donné le ton. Et après, c'est fini. Vous savez, c'est le genre de choses où vous dites, c'est plus récupérable. Et alors, on va faire agir Gaël Slimane sur l'impact, mais juste en termes de vente, ça s'était vendu ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Le livre a été cassé dès le départ. Alors pas du tout. Ça devait être du genre, si mes souvenirs sont exacts, 6 000. Mais pour Laurent Fabius, c'est pas bien. C'est pas bien. D'accord, ok. Non. Parce que problème de positionnement. Gaël Slimane, sur l'impact, c'est quoi? Il y avait trop de décalage entre ce qu'il disait et l'image qu'on avait de lui? Moi, je vais avoir la décence de ne pas parler du livre, puisque c'est pas mon domaine, mais oui, en termes d'opinion... Parce que ce que les gens, il s'est pas beaucoup vendu en plus, donc ce qui est resté, c'est l'image à la télé, c'est pas le livre. Hein. Le problème en termes de communication, donc je parle pas du livre, mais de ce qu'il y a autour, de la manière dont il est vendu, entre guillemets, par l'homme politique, c'est l'idée, j'ai une image
froide, distante, crâne d'œuf, avez-vous dit. Je vais essayer de la corriger. Quelle erreur! Il ne faut pas faire ça. Sans doute que les Français vous mettent dans un tiroir et que vous n'en bougez pas. Mais c'est quoi? Je suis crâne d'œuf, j'assume, je le reste. J'assume, je le reste. Vous ne faites pas comme Édouard Balladur. Peut-être qu'il n'était pas si crâne d'œuf que ça et qu'il souffrait de cette image. Il a plein d'autres qualités, mais il l'est quand même un petit peu. Et donc, en vérité, il l'est un petit peu. Il faut cultiver cette image. Et Alain Juppé aussi. Il faut cultiver cette image parce que c'est un trésor. C'est une manière de dire aux Français, je suis quelqu'un d'extrêmement sérieux. Vous n'allez pas partir en vacances avec moi. Mais par contre, je suis capable de diriger le pays, je suis capable de vous épauler. Le même reproche peut être fait à Édouard Balladur quand il dit « je vais prendre le métro ou le RER pour montrer que je suis peuple ». Ou Nathalie Kosciusko-Morizet quand elle dit « j'adore la ligne je ne sais plus 12 ou 13 ». Bon, on appelle ça de la dissonance cognitive. Ce qui est dit est tellement éloigné de la manière dont je me représente l'homme politique que du coup, tout ce qu'il peut me raconter par ailleurs, je ne le crois plus. C'est pire que si on ne le dit pas. Ça vous tue. Oui, il me ment en fait. Il me ment et je ne crois plus rien de ce qu'il me dit. Il est au supplice sur le plateau. Mais bien sûr, il est au supplice, il se sent très mal et il sait que c'est fichu. Parce qu'il sait qu'il ne pourra pas s'exprimer sur ce qu'il veut communiquer. Il le sait déjà, dès le début. Cela dit, les livres personnels qui se revendiquent comme personnels sont toujours un peu risqués, hein, même si là on a vu l'exemple emblématique. Même plus récemment, un exemple avec Bruno Le Maire qui, pour lancer sa campagne de candidat à la tête de l'UMP, a sorti début septembre un livre qui parle de lui, de sa famille, de son parcours, ce qui lui a valu, là encore, même si c'est sur un registre et sur un ton complètement différent, quelques remarques étonnées. À nos enfants, un livre très personnel sur votre parcours, votre histoire, celle de votre famille et même de votre couple. Quel est le besoin des hommes politiques de se mettre à poil ainsi, Bruno Le Maire? C'est un livre que j'ai écrit pour les Français. Une semaine après un autre livre. C'est un livre que j'ai écrit pour les Français. C'est un livre que j'ai écrit bien avant ma candidature à la présidence de l'UMP, qui date de juin dernier. Le livre a été écrit en décembre 2013 et janvier 2014. Moi, j'ai senti le moment de la nécessité de dire aux Français qui j'étais, quel était mon parcours familial. Et à travers ce parcours familial, leur parler à eux. C'est un parcours familial parmi 65 millions d'autres parcours, qui montrent que chaque parcours français est un parcours de diversité et 1000 fois plus original que ce qu'on peut croire. Et c'est ce qui fait la force de la France. Oui, j'ai un grand-père qui est pied noir, qui était pied noir. Oui, j'ai des origines brésiliennes. Vous voyez, pour quelqu'un qui écrit des livres en allemand, c'est pas forcément gagné d'avance. Oui, il y a eu des moments de rupture dans ma vie. Oui, il y a eu des deuils, des douleurs, des moments de joie. Et je crois que c'est important que chaque Français soit fier de son propre parcours. Et en racontant ce parcours familial, j'ai voulu rendre de la fierté à chaque parcours de chaque Français. Voilà. Si je parle de moi, c'est pour que vous soyez fiers de vous. Enfin, c'est un peu en substance l'argument. Est-ce convaincant les uns et les autres? Petit tour de table. Allez, Christian Lebart. Alors, le cas de Bruno Le Maire est vraiment intéressant. C'est quelqu'un qui a moins de 50 ans, c'est quelqu'un qui a à son actif 7 ou 8 livres, oui. Et c'est quelqu'un qui a la réputation d'être un écrivain. Absolument. Et donc qui renoue avec une vieille tradition française de l'écrivain politique, qui publie chez Gallimard, etc. Et qui, grâce au livre, franchit très rapidement les échelons, brûle les étapes de la carrière politique. Et voilà quelqu'un qui a, grâce au livre, acquis un capital de visibilité que ses responsabilités passées ne lui auraient pas permis d'acquérir. Oui, il avait raconté effectivement les coulisses, voilà, quand il travaillait avec Dominique de Villepin, etc. Voilà. Il a fait des livres qui ont été très très remarqués. Mais là, qui parlaient des autres. Qui parlaient des autres. On voit bien la montée en présidentialité, c'est-à-dire que là maintenant il parle de lui. Et alors c'est les étapes successives. Ah, c'est l'étape suivante, et je parle de moi. Et alors, est-ce convaincant? Peut-être Carole Dornier, un petit mot, Gaëlle Slimane? Bon, je n'ai pas trouvé ça très convaincant, mais ce qui m'a semblé, c'est que dans le peu qu'on entend là, il y a beaucoup le mot France et français, oui, en parlant en même temps de diversité. Donc diversité, c'est assez amusant parce que son parcours, c'est pas sûr que ce soit exactement ce qu'on entend d'aujourd'hui par diversité. Donc moi, c'est plutôt ce côté qui m'a frappé, c'est d'essayer de se positionner au fond par rapport à la notion d'identité nationale, tout en se démarquant d'un autre discours. Mais tout en parlant de lui quand même, parce que est-ce que c'est pas aussi, et peut-être simplement une tentative, toute son explication, une justification au fait, une explication du fait qu'il parle de lui? Oui, et on va retrouver exactement ce qu'on a dit tout à l'heure sur Laurent Fabius,
Bruno Le Maire, il a tous ses cheveux sur la tête, mais c'est un peu un crâne d'œuf en termes d'image aussi. C'est quelqu'un qui est remarquablement intelligent, c'est quelqu'un qui est structuré idéologiquement, qui est capable d'avoir un corpus politique. Lui aussi, comme Roselyne Bachelot, s'était opposé à la ligne buissonienne de Nicolas Sarkozy. Il a des valeurs, il a des convictions, il a des idées. Et cette image, elle lui va pas alors? Il veut changer son image alors? Mais c'est ça qui est fou. Il est brillant en tant qu'écrivain, il est brillant en tant qu'homme politique, et il se commet sur l'écriture d'un livre qu'il présente, je ne l'ai pas lu, mais qu'il présente comme étant quelque chose d'intime, de personnel, qui n'est pas ce qui intéresse les Français. Il n'a pas besoin, dans toute sa communication, il essaie de le faire en ce moment, il n'a pas besoin de modifier son image et de passer pour plus sympa ou plus proche des gens, parce que ce n'est pas ce que les Français attendraient de lui, ni les électeurs de l'UMP d'ailleurs. Ils attendent de lui qu'il soit ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il soit compétent. Mais c'est ce que dit Christian Lebart, on parle des autres, puis après on parle de soi, c'est un espèce de passage obligé dans un parcours politique, à un moment on parlait de soi. Aujourd'hui, les hommes politiques, il faut regarder quelqu'un comme François Hollande, président de la République, record historique d'impopularité, inimaginable. Et alors quand on demande aux gens, est-ce qu'il est proche des gens, François Hollande, les gens disent oui. Est-ce qu'il est sympathique, les gens disent oui. 3 fois plus que Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, ça ne sert à rien, ce n'est pas le but du jeu. Aujourd'hui, un homme politique doit donner une image de compétence, ce qu'aurait Bruno Le Maire s'il ne partait pas sur ces chemins. Mais il y a peut-être quelque chose il parle des livres écrits en allemand, il fait référence à Nicolas Sarkozy qui parlait de Bruno Le Maire, qui écrivait ses livres en allemand du style le type, c'est incompréhensible ce qu'il nous raconte, et donc c'est peut-être ça, on a l'impression que ça l'a blessé. On est dans la com des années 80-90 où il fallait donner de soi et être sympa. Mais c'est pas ce qu'attendent les Français. On est en 2014. Je suis totalement d'accord avec vous, je crois que c'est une communication périmée. C'est-à-dire que je crois qu'aujourd'hui, dans une période très difficile de crise, je suis entièrement d'accord avec ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'on attend de la compétence. Je pense que quand Bruno Le Maire a écrit son livre précédent, qui était une explication du pouvoir, comment il avait vécu, c'était très bien écrit, et ça a apporté quelque chose sur l'exercice du pouvoir. Là, il n'y a pas de passage obligé. Le passage obligé non, franchement, ses ancêtres et sa vie, je pense qu'il faudra qu'il fasse beaucoup plus tard, peut-être, s'il a réussi quelque chose en politique. Et là, ça intéressera peut-être les gens. Alors, un petit mot avant qu'on passe au dernier extrait. Je maintiens que ça participe quand même un peu d'une métamorphose du personnage. Jusqu'à présent, il était dans les coulisses, il observait, il était dans le Falcon présidentiel, il disait « Regardez ce que j'ai vu », voilà, il dévoilait les coulisses, mais il était petite souris. Là, il devient Il y avait quand même quelques dénotations personnelles dans ses précédents livres. Par l'écriture. Par l'écriture. Mais là, on parle du positionnement. On est d'accord, là on parle du positionnement du livre et pas de l'écriture en tant que telle. Pour finir l'émission, je voudrais vous soumettre le cas incontournable du politique français qui a peut-être, j'ai pas tenu les cours, mais enfin qui donne l'impression d'avoir le plus parlé de livres, ça c'est sûr, et peut-être un de ceux qui a le plus publié, et il s'agit de François Bayrou, alors auteur de livres dans des registres très très variés, notamment d'un best-seller sur Henri IV. Il paraît qu'après, ça lui a presque changé la vie, écoutez-le. Quand on fait un best-seller, on gagne de l'argent, ce qui était la première fois de ma vie, ça m'était jamais arrivé de gagner de l'argent avant. Je veux dire, quand on n'a pas de fortune personnelle, on n'a pas l'habitude d'avoir de l'argent devant soi, des économies devant soi. Tout d'un coup, il vous tombe comme ça un jackpot. Et quand vous vendez un livre à 300 000 exemplaires, c'est un vrai jackpot qui tombe. Et donc... Et j'ai décidé que oui, j'allais réaliser mon rêve d'enfance qui était de reprendre au fond aussi le rêve de mon père qui était d'élever des chevaux de course dans notre village. Voilà, c'était pour le François Bayrou biographe. On passe maintenant au François Bayrou pamphlétaire, on peut dire. Lorsqu'en 2009, après une petite traversée du désert post-présidentielle de 2007, il revient avec un livre à charge sur Nicolas Sarkozy. Et bravo pour ce livre qui fait tant parler, que j'ai lu, alors je dois dire avec attention, les bouquins politiques me barbent assez souvent, mais là je dois dire c'est assez amusant à lire parce qu'il y a un vrai ton, c'est un vrai pamphlet, vous balancez sur le président de la République, comme on peut le lire souvent, parfois dans la presse, mais en tout cas là c'est un vrai concentré, et on sent que vraiment vous avez une vraie rancune contre le président, ou encore une déception d'avoir perdu. Tout ça est faux. C'était bien fait, c'était attendu. C'est faux d'un bout à l'autre. Ce livre n'est pas un pamphlet. C'est une mise en cause, en effet assez rude, quelquefois dure, mais mise en cause du fond. Il n'empêche qu'il y a aussi sa personnalité que vous critiquez. C'est pas seulement sa façon de gouverner ou le fond de sa politique. C'est aussi quand même l'homme parfois que vous attaquez, en tout cas sa façon d'être.
Oui, vous l'avez peut-être ressenti comme ça. C'est pas comme ça que je l'ai écrit, parce que si je m'étais aventuré sur ce terrain-là, j'aurais pas été à l'aise. J'ai parlé de Nicolas Sarkozy en ce que, pour lui, par exemple, l'argent est une chose très importante. La notoriété, les vedettes, le showbiz sont une chose très importante. Les Rolex sont une chose très importante. Et encore, j'ai coupé la partie que j'avais écrite sur les Rolex. Et encore, il a coupé la partie sur les Rolex. Hein. Alors, vous étiez l'éditrice de François Bayrou. Alors, vous disiez, c'est rare que les politiques aillent plus loin sur les plateaux télé que dans leurs livres. Bah là, visiblement, c'est le cas. Non oui, visiblement, oui, c'est le cas. Alors, moi, je vais vous dire, j'adore ce livre, j'en suis l'éditrice. Je l'ai pris comme un pamphlet très intelligent et très écrit. Mais le terme pamphlet me vient quand même à l'esprit, et je pense que quand on l'a conçu, alors il ne va pas être content de ce que je dis, oui, parce qu'à l'époque il démentait. Voilà, mais c'est clairement pamphlétaire. François Bayrou est excellent dans le pamphlet, parce qu'il a un sens de la formule, et c'est quelqu'un qui écrit admirablement bien. Il y a peu de politiques qui écrivent aussi bien que lui. Justement, peut-être Bruno Le Maire, qui est aussi un écrivain. Mais franchement, dans le registre pamphlétaire, il est extraordinaire. Et c'est vrai qu'il y a une analyse politique, il y a tout. Vous savez, quand on a imaginé ce livre, on discutait beaucoup, on a pris un peu comme exemple, finalement, le livre de François Mitterrand. Hein, voilà, c'était... pas l'abeille et l'architecte, je précise, le coup d'État permanent. Le coup d'État permanent, donc c'était un petit peu l'idée du livre. Voilà, l'idée du livre. Mais qui n'assume pas visiblement tout à fait en termes de positionnement. Non, parce que là, il dit que c'est pas un pamphlet. Il n'assume pas de taper sur Sarkozy, il n'assume pas de se positionner politiquement comme ça. C'est très curieux, je ne l'explique pas vraiment, parce qu'il assume très bien de taper sur Sarkozy. Je crois que ce qui le gêne, je ne vais pas penser à sa place, mais le connaissant bien, c'est le terme pamphlet qui, pour lui, n'a pas une connotation littéraire. Je pense que ça risque d'être un peu ça. Ça risque d'être ça, d'accord, voilà. Gaël Slimane. C'est un livre absolument remarquable, alors qui hérisse toute personne qui apprécie Nicolas Sarkozy, mais qui est absolument très bien écrit, qui, en termes de ligne politique, moi j'imagine, je n'ai pas échangé avec François Bayrou au sujet du livre comme vous, mais j'imagine ce qui peut éventuellement le gêner, c'est pas qu'il a peur de taper sur Nicolas Sarkozy, il le fait allègrement, sur les plateaux, dans le livre évidemment, c'est que c'est plus grave que ce que le journaliste lui prête comme intention. Ce n'est pas, pense-t-il, une rancune personnelle contre l'homme Nicolas Sarkozy. Oui, voilà, ce qui pourrait être perçu comme tel. Dans le livre, c'est pas Valérie Trierweiler avec François Hollande, c'est la politique, ce qu'incarne Nicolas Sarkozy est hors champ. C'est ça, le abus de pouvoir, c'est dire on peut être de gauche, on peut être de droite, mais cet homme-là, la politique qu'il mène, elle est presque hors France. Ce qu'il fait, c'était extrêmement violent. Et alors, ce que j'ai trouvé génial, c'est que ce livre-là a été un formidable succès, très bien écrit, mais a d'une certaine manière contribué à la sortie de route de François Bayrou. Voilà, vous devancez ma question, c'était les conséquences alors. La conséquence, c'est que en termes d'image, ça l'a fait. Alors dans les sondages, il était au sommet après le livre, parce que les sympathisants de gauche l'adoraient. Une partie des gens de droite l'aimaient beaucoup parce qu'ils ne se retrouvaient pas comme lui dans la politique menée par Nicolas Sarkozy. Et seulement, vous avez entendu la question du journaliste de Laurent Ruquier, il lui disait « Mais alors Bayrou, il est passé à gauche ?» Et effectivement, ça a contribué à accélérer un positionnement où, du centre-centre, qui était déjà une rupture dans la vie politique française, avec la droite, du centre-droit, il est passé au centre-centre, et ça a même contribué à l'amener vers le centre-gauche, et du coup à perdre un petit peu le fil avec ce qu'était son électorat. C'est le livre ou c'était lui? Parce que ce livre, c'était... Le livre, c'était lui, donc l'un va avec l'autre. C'est difficile de voir la poule et l'œuf. Ça l'a entraîné, le livre l'a entraîné. Mais ça l'a entraîné. Ça l'a entraîné de plus en plus, justement, vers un centre-gauche, et puis on sait ce qui est arrivé après. D'accord, intéressant. Alors pour terminer, en conclusion, parce qu'on vient de voir un certain nombre d'exemples, de livres, alors pas tous, mais quand même, on a essayé d'être relativement complet. Est-ce que c'est un bon moyen de communiquer pour les politiques ou pas, Christian Lebart, au vu des extraits qu'on vient de voir dans l'émission? C'est un bon moyen d'exister en tant que personnalité politique qui compte dans le champ politique. C'est pour ça qu'il y en a de plus en plus. C'est un bon moyen de survivre à des moments, sinon de disgrâce, où au moins on a subi une défaite électorale, on est un peu minoritaire dans un parti politique, etc. Donc ça permet de durer. Mais en même temps, il se publie tellement de livres politiques que tous les auteurs, ou auteurs entre guillemets, ne peuvent pas accéder à ce statut de personnalité politique. Donc c'est pour ça qu'il faut insister sur le fait que il y a des livres qui se distinguent, en particulier parce que leurs auteurs les écrivent vraiment, ce qui est le cas de François Bayrou, ce qui est le cas de Bruno Le Maire, mais ils sont très minoritaires, il faut bien avoir ça en tête. La grande majorité des livres politiques sont médiocres, sont mal écrits, n'ont pas grand intérêt et ne sont pas écrits par leurs auteurs. Donc voilà, les quelques exemples qu'on a donnés sont de ce point de vue-là assez exceptionnels. Et
Et la grande majorité des livres ne procurent aucune visibilité à leurs auteurs. Voilà, merci à tous les quatre. Merci à Marie Lebon, Aurélie Dafas et Paul Bastien qui se sont levés tôt pour m'aider à préparer cette émission. Merci à Leïla Chou qui s'est couchée tard pour la monter. On se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et tous les jours sur le site de Public Sénat pour voir et revoir tous les déshabillons-les. Merci, oui, c'est vrai, la question de ce qu'ils écrivent eux-mêmes, mais bon, c'était pas le thème du jour. Il fallait le dire quand même. Hein. Bien de le dire à la fin. Il fallait le dire, oui. Sur Abus de pouvoir, puisque je l'ai vraiment trouvé extraordinaire, le livre, mais j'ai eu une frustration. C'est qu'il s'est cru obligé, m'a-t-il semblé, de proposer des choses. Alors c'était un pamphlet. Verrou, c'est l'élection présidentielle qui l'intéresse. Un présidentiel, il ne fait pas un pamphlet.